C'est une première pour la Société d'émulation du Jura. Une séance en distanciel, une conférence filmée et transmise en différé. Distanciel, un mot qui n'existe pas en 1817-1818 lors de sa fondation. Voilà déjà plus de 200 ans. Mais Covid oblige, et notre société doit s'adapter au siècle où nous vivons. C'est un essai qui, j'espère, vous donnera satisfaction. Et je remercie tous les acteurs qui ont tout fait pour le réussir. Patricia Guyard, directrice des archives départementales du Jura à Montmoreau, où nous sommes accueillis. Rani Chic, animateur, metteur en scène de théâtre, membre de la société qui s'est chargée de la réalisation audiovisuelle. Evelyne Guillaume, secrétaire de la société, en charge de son site internet et de sa gestion numérique. Et puis bien sûr, nos conférenciers qui ont bien voulu se prêter au mode distanciel. Olivier Borgeot, ancien diplomate, attaché culturel à Berlin puis à Londres, doctorant en histoire sociale à l'université de Lyon 2. Être bourgeois dans le vignoble du Jura au XIXe siècle est le sujet de sa thèse qu'il soutiendra cette année. Et le titre de sa conférence, les Rixes, domestiques et bourgeois à Harley au XIXe siècle. Jean-Claude Charnot est membre du Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté. Il intitule sa conférence « L'éclairage public à Dole du XVIIe au XXe siècle ». Je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir. Le plus tôt, le plus vite possible, c'est du moins ce que nous souhaitons tous ardemment. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés via notre site internet où vous retrouverez les liens vers ces 2 conférences filmées. Bien à vous. En 1716, on cite la fourniture aux mailleurs de Dole de 3 flambeaux pour aller au feu la nuit, ce qui implique l'absence d'éclairage public à Dole. Donc 1716, pas d'éclairage. Seuls sont éclairés la prison et les 2 corps de garde, et les 4 lanternes au sommet du clocher de la collégiale. En 1729, à Paris, on compte 5800 lanternes, fonctionnant à l'huile de tripe, je vous laisse imaginer l'odeur, remplacées en 1788 par l'huile de colza. En 1737, les lanternes de Besançon fonctionnent avec de l'huile de navette. Et à partir de 1754, Dole va utiliser également 4 lanternes provisoires pour éclairer le bas de la grande rue lors de travaux avec l'excavation et des blés, donc à nouveau huile de navette. Ces lanternes, qui consomment de l'huile de navette, sont le résultat finalement d'huile fabriquée dans les grands moulins de Dole, au Moulin Neuf, et ça c'est à partir de 1760. Donc ces huileries vont permettre, entre autres, de réduire les graines de navette, de les broyer et d'obtenir une huile. Donc c'est vraiment l'origine la plus ancienne de l'éclairage public de Dole. L'huile de navette, ou huile de moutarde, est plus fine que l'huile de colza. Elle provient d'une plante, la famille des crucifères, une sorte de chou. Et dans un moulin à céréales, comme vous le voyez à l'écran, la meule tournante donc, est habituellement horizontale pour les moulins à céréales, mais dans une huilerie, la meule tournante est verticale. On peut écraser de cette manière d'ailleurs les doigts et ainsi de suite. Donc là, dans ce cas-là, notre meule tournante écrase les graines de navette sur la meule fixe horizontale, de manière à obtenir l'huile. En 1762, les 105 premières lanternes publiques sont suspendues à des potences en fer, contre les façades des maisons. Chaque lanterne est un cube de 70 cm de côté, avec 4 faces en verre, dont l'une fait office de porte, protégeant la lampe à un seul bec avec son réservoir d'huile qui est situé à l'intérieur.
La partie supérieure de la lanterne comporte 4 ouvertures d'aération sous un chapiteau goudronné. Et une mèche faite de 20 fils de coton et enduite de cire plonge dans ce réservoir d'huile de navette. L'huile de navette remonte par capillarité le long de cette mèche de coton et toutes les lanternes de Dole doivent être allumées en 30 minutes. Chaque allumeur doit donc s'occuper de 15 lanternes. Aussi, la ville possède un lot de 17 échelles pour les allumeurs. L'éclairage public ne fonctionne que de novembre à mars et tient compte du cycle de la Lune, soit 29 jours. On est déjà dans le développement durable. Vous pouvez noter d'ailleurs le cycle de la Lune, c'est les pointillés bleus. L'éclairage, lui, ne va fonctionner que pendant 20 jours, ce qui correspond aux pointillés rouges. Tous les jours, les allumeurs remplissent le réservoir de chaque lanterne avec l'une des 3 mesures en fer blanc, qui correspond à la durée d'éclairage souhaitée. Pour les 14 nuits où la Lune n'est pas visible, le réservoir de la lanterne est rempli avec la mesure de 2 onces d'huile, 60 grammes, à peu près, ce qui correspond au bleu. Pour les autres nuits où la Lune est encore peu visible, le réservoir est rempli avec 1,5 once d'huile, donc 45 grammes, ce qui correspond à la Lune rouge, puis avec la mesure de 1 once, 30 grammes d'huile, qui correspond au jaune. En 1787 apparaît le terme de réverbère. Ce réverbère figure en rose à l'écran. Il s'agit en fait de lanternes à huile munies d'un réflecteur métallique appelé réverbère, toujours le trait rose. En 1788, dans les façades des maisons à hauteur d'homme, sont creusées 31 alvéoles munies d'une porte métallique soulignée jaune, s'encastrant dans des feuillures, flèches jaunes. L'alvéole de la rue Ragalépine, encadrée bleue, est encore d'ailleurs munie de son guide métallique cerclé rouge. Ce guide métallique est destiné à éviter l'usure du cordage contre la pierre. Chaque alvéole protège un treuil d'enroulage du cordage, trait bleu clair, avec renvoi par poulie, pour monter et descendre la lanterne soulignée bleue. Les allumeurs peuvent ainsi, en toute tranquillité, je dirais, en toute sécurité, sans échelle, remplir les réservoirs d'huile, allumer et nettoyer les lanternes. Si certaines alvéoles ont été bouchées en bois en verre, d'autres sont encore bien visibles. En 1796, certaines lanternes dotées de lampes à huile à 2 becs sont suspendues au... Donc en 1796, certaines lanternes dotées de lampes à huile à 2 becs, encadrées vert, sont suspendues au milieu de la rue à un câble en fil de fer marron. Depuis un point fixe, le rond noir, au milieu du câble, avec un système de renvoi par poulie, le rond bleu foncé, le cordage, le trait bleu clair, s'enroule autour du treuil, le rond rouge, pour descendre et monter la lanterne. En 1801, 58 lanternes possèdent une lampe à huile en verre, à 2 becs, avec un réflecteur métallique ou réverbère, toujours en rose. En 1821, Dole compte 180 lanternes disposant de plaques réverbères, 54 lampes à 2 becs, c'est le carré vert vu de face, 29 lampes à 3 becs et 5 lampes à 4 becs, c'est le carré bleu vu de dessus. Mais la fumée de combustion des lampes à huile noircit les plaques de réverbère, en rose, et détruit leur argenture. En 1821, on cite donc, souligné rouge, la réargenture de 180 plaques de réverbère avec une solution de nitrate d'argent, d'acide tartrique et de glucose. De 1802 à 1820, l'éclairage fonctionne 5 mois, du 15 octobre au 15 mars. De 1820 à 1840, il va fonctionner durant 7 mois, du 15 septembre au 15 avril. Et en 1841, il fonctionne durant 8 mois, du 1er septembre au 1er mai, toujours durant 20 nuits, avec un allumage 1 heure après le coucher du soleil. Il n'y a donc toujours pas d'éclairage durant les 9 jours où la Lune est visible. L'éclairage au gaz de houille. Il est né vers 1800, à la suite des travaux du français Philippe Lebon. Il apparaît à Londres en 1820, à Paris en 1831, à Lyon en 1835. Eh bien, Dole, dès 1837, y songe sérieusement. Dole envisage d'utiliser ce gaz provenant de la distillation de la houille. Donc en 1843, un entrepreneur de Lyon s'engage à construire, à ses frais, une usine destinée à l'éclairage de la ville de Dole. Or, cet entrepreneur va faire faillite
Dole est obligé d'organiser une nouvelle adjudication et va signer un traité de concession avec la Compagnie du gaz de Lyon. En 1845, en mai 1845, l'usine à gaz et le réseau d'éclairage au gaz sont opérationnels. On peut dire qu'à partir d'octobre 1845, l'éclairage au gaz qui fonctionnait correctement donne toute satisfaction. Hélas, fin octobre, un accident touche l'usine à gaz qui nécessite la remise en service de l'éclairage à huile jusqu'en décembre 1845, où l'usine à gaz sera remise en état. Donc en novembre 1847, l'usine à gaz est dotée de 2 nouveaux fours. La houille grasse est un combustible minéral solide qui contient le maximum de matière volatile. La distillation de la houille, ce qu'on appelle aussi une coquéfaction, est une pyrolyse à haute température, c'est-à-dire à 1200 degrés. Le four, en maçonnerie, revêtu de briques réfractaires, comporte 3 chambres de distillation appelées cornues. Le gaz produit, sur fond gris, refroidi, débarrassé du goudron en marron, contient en vert de l'hydrogène, de l'éthylène et du méthane. Et en bleu, le benzol brut est un mélange de benzène, de toluène et d'oxylène. Il sera vendu pour produire du carburant. C'est en fait l'origine de la carbochimie. En rouge, on va trouver également du monoxyde de carbone, donc gaz mortel éliminé dans des épurateurs à chaux vive après l'épuration. Donc ce gaz de houille ou gaz de ville contient à fond vert de l'hydrogène, de l'éthylène et du méthane. Le gaz de houille épuré est stocké dans 2 gazomètres encadrés rose. Un gazomètre encadré jaune est un grand réservoir constitué d'une sorte de piscine en maçonnerie ronde, remplie d'eau, et d'une cloche métallique en rouge qui repose sur le fond de la piscine. Le gaz de houille stocké sous cette cloche la soulève peu à peu. Et le poids de la cloche permet de maintenir un volume variable de gaz avec une légère pression relativement constante, on va dire grosso modo 2 à 3 mm de colonne d'eau. C'est le gage d'un fonctionnement optimal des becs de gaz. En 1797, une forge existe à Dole, en rouge, vers le moulin de la papeterie, ce que d'aucuns appellent actuellement le restaurant du moulin des Écorces. En 1836, 2 maîtres de forge y installent un cubilot. Un cubilot, c'est une sorte de fourneau, c'est un bas fourneau de seconde fusion. En fait, c'est une fonderie, nécessitant du coke, acheminé jusqu'alors par bateau depuis le port Chevalier en verre. Cette fonderie n'est pas étrangère à l'implantation de l'usine à gaz en 1844. En effet, elle représente un débouché pour le coke, résidu de fabrication du gaz de houille. Et le port Chevalier en verre permet aussi l'approvisionnement de la houille, matière première essentielle de l'usine à gaz. En 1857, l'éclairage au gaz fonctionne du 15 octobre au 15 mars. La moitié des becs de gaz sont éteints à 23 heures et l'autre moitié reste allumée jusqu'à 5 heures du matin. En 1845, on dénombre 105 points d'éclairage, dont 11 candélabres en jaune, en fait des lanternes sur pied, et 94 lanternes en verre fixées à une potence. Le candélabre romain désigne un support de luminaire en bronze ou en marbre. Et aux époques médiévales, le candélabre désignait plutôt un chandelier à plusieurs branches. Or, en 1844, les candélabres de Dole, encadrés jaune, sont en fonte et notés dans le cercle bleu le bec de gaz à l'intérieur de la lanterne. En 1844, on dénombre 151 points d'éclairage. L'alimentation en gaz nécessite la pose de tuyaux en fonte, encadrés rouge, en souterrain. Une tuyauterie de gaz, toujours dans l'encadré rouge, alimente chaque lanterne. En 1878, le réseau d'éclairage au gaz compte 205 lanternes, ce qui représente quand même 12 km de canalisation en fonte. Et en 1884, le réseau de gaz comptera 17 km de canalisation. Sur la lanterne de gauche, on aperçoit en jaune le bec de gaz interne. Sur la lanterne de droite, notée, flèche verte, le tube alimentant le bec de gaz et l'ouverture, rouge, permettant l'introduction de la canne d'allumage. Chaque lanterne comporte un robinet de gaz avec une commande d'ouverture. Notez la canne de l'allumeur sur l'extrémité de cette canne, encadrée rose. Notez, flèche verte, la petite pièce perpendiculaire servant à ouvrir et fermer le robinet de gaz, la flèche rouge. L'extrémité de la canne comporte de petits orifices carrés servant au réglage de l'arrivée d'air afin d'entretenir la flamme de la canne qui sert à allumer.
Le démontage de l'embout, rose, rend visible le système d'allumage encadré orange, lequel comprend un petit réservoir, flèche jaune, contenant de l'huile de navette, dans lequel trempe une mèche. Cette mèche est située à l'intérieur du petit tube, flèche orange, au bout duquel est entretenue la flamme. Après ouverture du robinet, flèche rouge, il suffit de mettre en contact la partie ajourée de la canne, encadrée rose, avec le bec de gaz, flèche bleue, en porcelaine, perforé de trous. En 1879, un bec consomme en moyenne 735 litres de gaz par nuit. Les 205 lanternes consomment donc 150 mètres cubes de gaz par jour, soit pour 20 jours de marche, pas moins de 3000 mètres cubes de gaz. En 1888, avec une consommation de gaz de 200 mètres cubes de gaz par jour, les 4 gazomètres assurent une douzaine de jours d'éclairage. Dès 1878, les Parisiens profitent de l'électricité pour l'éclairage public. En 1888, les Daulois souhaitent en effet, eux aussi, bénéficier de l'éclairage électrique. Donc en 1898, la ville étudie un projet de traité, vous l'avez en jaune, pour l'éclairage par l'électricité. Ce mémoire, ce rapport est fait par l'ingénieur électricien Charles Bertolus de Saint-Étienne. C'est quelqu'un de spécialisé dans l'électrométallurgie, notamment avec les usines de Bellegarde. En 1879, la Compagnie du gaz de Dole, dont le siège social est à Lyon, et la ville de Dole ont signé un nouveau contrat d'une durée de 35 ans, s'appliquant jusqu'en 1914. De ce fait, en 1899, le traité de concession vert passé entre la ville et les associés Charles Bertolus et Paul Mouret, sur une durée de 30 ans, pour l'électricité, ne concerne que le seul usage des particuliers. En 1899, encadré jaune, Charles Bertolus et Paul Mouret créent ce qu'on appelle à l'époque la Société électrique de Dole. C'est une société de droit privé, et même si le nom de Dole apparaît, en fait son siège social est à Saint-Étienne. Paul Mouret apporte au capital de cette société le moulin de Crissey et le barrage. Il l'a racheté à Jean-Baptiste Muneret, décédé vers 1876. C'est en fait la femme et la fille de ce dernier qui vendent le moulin et le barrage à Paul Mouret. En 1899, une décision ministérielle autorise Paul Mouret à transformer le moulin de Crissey en centrale hydroélectrique, dont les travaux s'achèvent en 1900. En 1902, un décret du président de la République, Émile Loubet, autorise cette fameuse société électrique de Dole, en jaune, propriété de Paul Mouret et de Charles Bertolus, en rouge, à exploiter la chute d'eau du barrage de Crissey. Le décret est signé en vert par le président Émile Loubet. De 1902 à 1914, deux types d'éclairage coexistent donc à Dole. L'éclairage public avec candélabre, encadré rouge, et lanterne, alimentée depuis l'usine à gaz de Dole, et les lampes électriques, cerclées jaunes des particuliers, alimentées par la Société électrique de Dole depuis l'usine de Crissey. Le contrat avec la Compagnie du gaz arrive à échéance en novembre 1914. De ce fait, le 15 novembre 1914, Dole prend d'autorité possession de l'usine à gaz et des stocks. La ville de Dole, la Compagnie du gaz, considérant qu'il y a eu violation de propriété de cette usine, saisit le conseil de préfecture du Jura. Or, le conflit de 1914-1918 va ajourner le règlement de ce contentieux. En 1922, le conseil de préfecture du Jura rend un arrêt favorable à la ville et la Compagnie du gaz forme un recours devant le Conseil d'État. Durant ce contentieux, que devient-il de la Société électrique de Dole? En 1915, en vert, la Société électrique de Dole installe l'éclairage électrique dans les bâtiments communaux. En 1923, la ville de Dole et la Société électrique de Dole signent un avenant au contrat de concession de 1899. Et donc la Société électrique de Dole assure à ses frais de doter chaque candélabre de lampes électriques encadrées rouges. En 1923, avec l'électricité, l'éclairage public fonctionne désormais du coucher au lever du soleil. Le contrat de concession électrique doit prendre fin au 31/12/1929. Cette date est importante. C'est aussi en 1929 que naît la Régie municipale d'électricité de Dole, en jaune. Une clause du traité de 1898, aux lourdes conséquences, laisse la possibilité pour la ville d'acquérir en fin de contrat l'usine productrice d'énergie électrique de Crissey. Et dès 1929, la ville de Dole, s'appuyant sur cette clause du contrat de concession,
considère qu'elle est autorisée à prendre possession de l'usine de Crissey, au besoin, rouge, avec l'assistance de la force publique. En effet, dans la nuit du 31 décembre 1929 au 1er janvier 1930, la ville procède d'autorité au transfert de propriété entre la Société électrique de Dole, privée, et la Régie municipale d'électricité de Dole. La ville s'empare donc, je pèse mes mots, s'empare de l'usine hydroélectrique de Crissey, du poste de transformation du Jardin Philippe et de tout le réseau électrique basse tension interne à la ville. Or, la Société électrique de Dole n'entend pas se laisser faire et nous reviendrons sur ce long contentieux. En 1932, la ville, certaine de son bon droit, lance des réparations concernant le barrage de Crissey. Il est question d'enrochement sur 370 mètres de long, revêtu d'une chape de béton. Il est aussi question de la réparation du pont du Déversoir. Et en 1937, l'usine hydroélectrique de Crissey est dotée par la ville de 2 turbines de 150 chevaux, ce qui fait 7,5 m3 par seconde. L'usine dispose toujours d'une machine à vapeur de 200 chevaux, dont on aperçoit la cheminée sur cette carte postale. Cependant, le contentieux est toujours en cours entre la ville de Dole et la Société électrique de Dole. En 1928, la société Louis Durand et compagnie, dont le siège social est à Paris, se rend propriétaire de la Société électrique de Dole, à qui la ville de Dole doit toujours de l'argent. En 1930, suite à la prise de possession de l'usine de Crissey, la Société Louis Durand et compagnie saisit le conseil de préfecture du Jura à Lons-le-Saunier. En effet, lors d'un contentieux impliquant une commune, c'est la voie administrative rouge qui doit être suivie. Notez en parallèle la voie judiciaire bleue et ses correspondances avec la voie administrative. En 1931, le conseil de préfecture interdépartementale de Besançon, une juridiction régionale concernant les 4 départements de Franche-Comté, examine le contentieux de la Société Louis Durand et compagnie, ex-Société électrique de Dole, et la ville de Dole. En 1939, le conseil de préfecture interdépartementale de Besançon s'estime incapable de statuer, notamment sur l'évaluation du prix d'achat de l'usine de Crissey et sur le réel propriétaire du barrage de Crissey. En 1940, la Société Louis Durand et compagnie, ex-Société électrique de Dole, saisit le Conseil d'État pour trancher le contentieux. Et le contexte de la Deuxième Guerre mondiale ralentit l'examen du contentieux qui est toujours en cours en 1943. En 1945, un arrêt du Conseil d'État à Paris, encadré rouge, oblige la ville de Dole à racheter à la Société électrique de Dole le site de Crissey, le barrage et l'usine hydroélectrique, bien entendu, y compris le réseau de basse tension de distribution. La valeur du site de Crissey, ainsi que le réseau de distribution, est estimée au 1er janvier 1930, augmentée des intérêts, 3% pour 1930 et 31, 5% pour la période suivante tous les ans, soit au total 1 922 000 francs en vert, ou 15,246. Somme à laquelle il faut ajouter les 27 736 francs de dépens à la charge de la ville. La ville doit donc payer quasiment 2 millions de francs qu'elle laisse traîner volontairement. Elle laisse traîner cette dette comme elle laissait, on va dire, traîner le rachat à la Société électrique de Dole. Mais c'est un répit de courte durée. Parce qu'entre-temps, en 1928, la Société Louis Durand et compagnie, déjà propriétaire de nombreuses sociétés électriques en Rhône-Alpes, a fait l'acquisition de la Société électrique de Dole, ex-Bertolus et Mouret. En 1946, les usines de la famille Durand produisent déjà 1/6 de l'électricité française et desservant 7000 communes, soit 6,3 millions d'habitants. Donc en avril 1946, l'État procède à la nationalisation de l'électricité et du gaz en commençant par les sociétés de la famille Durand. Ainsi, le contentieux va prendre une nouvelle tournure. Dans ce contentieux, concernant le barrage et l'usine de Crissey, c'est donc la toute récente EDF, Société électrique de France, qui se retrouve ainsi créancière de la ville de Dole. De ce fait, en décembre 1946, l'EDF fait alors sommation à la ville de payer les sommes définies par l'arrêt du Conseil d'État de décembre 1945 pour le rachat du réseau d'électricité et de l'usine de Crissey. En janvier 1947, la ville a donc recours à un emprunt d'1 950 000 francs, remboursable sur 10 ans. En 1933, l'usine de Crissey ne satisfait que 40% des besoins électriques des Dolois. Le reste de l'énergie électrique, 60%, provient d'une société privée de Dijon. Dole décide donc
de transformer l'ancien moulin neuf en centrale hydroélectrique. En 1934, des postes de transformation sont construits, dont l'un subsiste en rouge, proche de l'entreprise Boitier. En 1964, la centrale hydroélectrique du Moulin Neuf est rachetée par la ville de Dole par EDF, de même que la centrale hydroélectrique de Crissey. Je vous remercie pour votre écoute.